Je trouve qu'il y a une énergie dans cette ville que j'ai jamais retrouvée ailleurs, sauf la Naples. Pour le coup, c'est en allant à Naples d'ailleurs que je me suis dit pourquoi pas rentrer à Marseille. Mais il y a cette espèce d'énergie folle et que je trouve aussi épuisante que revigorante, qui me fait ressentir vraiment des choses. Genre, tous les jours, je ressens des émotions grâce à la ville. Et si je suis en manque d'inspi, je sais que je vais me promener un quart d'heure dehors ou aller boire un café dehors et il y aura un truc qui viendra. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je m'appelle Marie Moroté, j'ai 33 ans et je vis et travaille à Marseille. Je suis née à Tarascon, qui se situe pas très loin d'Arles. J'ai grandi à Pourrières, dans un premier temps, qui est un petit village dans les vignes à la frontière des Bouches-du-Rhône. Et ensuite à Rousset, qui est pas très loin non plus, qui est très proche d'Aix. Quand est-ce que tu es arrivée à Marseille ? Je suis arrivée à Marseille il y a 4 ans, après un long périple. J'ai posé mes valises ici. Je suis partie de Paris en pensant à l'habiter en Italie. Je suis allée à Lecco, qui est sur le lac de Com, pour me poser un peu pendant un mois. Et quand j'étais à Lecco, je me suis dit, en fait, la vie méditerranéenne me manque et ça me fait beaucoup penser à Marseille. Et j'avais ma sœur qui était enceinte à l'époque sur Marseille, donc c'est un peu ce qui m'a fait rentrer aussi. Et puis je sentais aussi qu'il y avait cette espèce de bouillonnement qui arrivait dans cette ville que j'avais pas connue en partant, parce qu'en partant du sud, je m'étais dit que j'y reviendrais jamais parce qu'il y avait pas de boulot pour moi ici. Et finalement, je trouve qu'aujourd'hui il y a quelque chose dans le secteur très large de la créa qui se construit et j'avais envie d'en être. C'est justement une transition parfaite. Côté boulot, quel est ton métier ? De formation, je suis graphiste ou designer graphique. J'aime bien ce terme aussi. Je suis photographe aussi et illustratrice. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours ? Alors, mon parcours est assez fait de hasard, j'ai envie de dire. Je me suis toujours un peu laissée porter par la vie et mon instinct, donc j'ai jamais trop réfléchi à ce que je voulais faire ou comment. Et après le lycée où j'ai fait un bac L, pour revenir vraiment très loin, je visais un peu les beaux-arts, je trouve que ça m'intéressait. En fait, j'avais ce truc artistique qui m'intéressait et qui m'attirait. Et c'est dans cette école, qui était une toute petite école qui venait d'ouvrir, qui s'appelait l'ESDAC, qui existe toujours et maintenant qui est beaucoup plus grosse, à Aix-en-Provence, où j'ai intégré la Mana, où j'ai découvert ce qu'était le graphisme parce que j'en avais aucune idée. Donc de fil en aiguille, j'ai fait une première année en graphisme, deuxième année plus dans l'impression. J'avais pas pris l'option web. Et à la sortie de cette école, je savais toujours pas trop quoi faire. Mais dans cette école, j'avais rencontré une prof qui m'avait un peu pris sous son aile et qui me parlait, avec qui je bossais un tout petit peu. Elle me déléguait un peu des trucs, avec qui j'avais fait un stage aussi. Et qui, elle connaissait l'école une école à Londres où elle voulait faire des workshops et elle faisait que me parler d'une section qui s'appelait Master of Arts in Graphic Design. Donc elle me disait vas-y et tout. En plus ils font un truc à mi-temps. Au moins tu peux bosser à côté. Donc j'étais là, ouais, bon, moi je voulais pas trop reprendre mes études parce que j'en sortais, mais je voulais pas trop travailler parce que ça me faisait un peu peur. Donc je me dis ça va m'occuper, je vais faire mon dossier et je suis prise. Et je me retrouve en début décembre à débarquer à Londres, ville que je connaissais à peine. J'étais allée une fois, un jour, 2 ans avant. Donc j'arrive à Londres et donc j'intègre ce master.
Je fais 2 ans et en parallèle, cette ancienne prof me propose de monter une agence de com. Donc elle était sur Marseille et moi sur Londres et on commence à travailler ensemble, à monter cette boîte et essayer de construire quelque chose ensemble. Et je commence à aller un peu découvrir Paris à travers un premier voyage pour aller voir un ami qui est costumier et qui me propose de commencer un projet avec lui, donc le concours de la Villa Noailles. Et je pars de Londres sur un coup de tête. En 2 mois, je fais mes affaires, je pars sur Paris et je m'y installe pour faire ce concours avec lui. Avec JB, j'apprends beaucoup sur la couture et je me rends compte qu'en fait, je suis plutôt pluridisciplinaire. On rate le concours, mais c'est pas grave. Ça nous a beaucoup rapprochés sur nos parcours artistiques, en tout cas. C'était quoi ce concours de la Villa Noailles ? C'était le concours de la Villa Noailles sur la partie collection de vêtements. Et en fait, chaque année, ils font un concours pour mettre sous les projecteurs un artiste, enfin un designer émergent, on va dire plutôt. Quel est ton univers artistique ou tes sujets de recherche ? Mon univers artistique, j'ai pris un moment à le comprendre et je suis encore dessus, je pense, parce que ce que j'ai pensé être un handicap pendant longtemps et qui n'en est pas un aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs facettes. Déjà, ma pratique graphique, je l'ai mise pas sous mon nom, mais sous un nom d'emprunt qui est I'm Not James. Ma pratique photographique, elle est plus sous mon nom, même si sur mon site et sur ma communication en tout cas, elle est sous ce nom d'entreprise I'm Not James. Et ma pratique d'illustration, en fait, mes illustrations, je les ai toujours signées Marin, donc peut-être un côté un peu multiples personnalités. Il y a quelque chose en commun, en tout cas entre l'illustration et la photo. Parce que pour moi, le graphisme, c'est plus un outil de création que vraiment un objet artistique. Le point commun, c'est cette manière que j'ai de me mettre en retrait pour observer les choses, pour observer le monde qui m'entoure. Et j'ai l'impression d'avoir créé quelque chose d'un peu hybride, où j'ai ce petit personnage que j'illustre, en fait, qui m'incarne, ou c'est moi qui l'incarne, je sais pas trop, qui me permet de voir un peu la beauté des choses un peu partout, en fait, et la singularité d'un petit élément que je vais croiser. Donc mon quotidien m'influence vraiment beaucoup, et j'ai cet univers un peu presque candide, je dirais, où je viens interroger ou mettre en lumière ou montrer un petit détail de quelque chose qui m'a touché ou qui m'a parlé ou que j'ai trouvé peut-être poétique ou drôle. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça mon univers. C'est un univers plein de questionnements et de vouloir mettre en lumière des belles choses, quoi. Donc le graphisme est vraiment un outil qui me permet de travailler, c'est ce que j'appelle mon travail. Dans la photo, j'inclus 2 pratiques. La photographie numérique, que j'utilise pour des clients en général, ou la photographie argentique, qui est une pratique très personnelle et qui me permet, au même titre que ce petit personnage qui observe tout, d'aller observer dans le monde. Je prends jamais de photos avec mon téléphone, je prends vraiment des photos qu'avec mon appareil, enfin mon ou mes appareils à photo argentique. Et donc l'illustration, qui est aussi une pratique très personnelle et que je commence à peine à exploiter depuis peut-être 1 an ou 2, mais que je gardais vraiment pour moi jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je commence à avoir des projets qui voient le jour et qui commencent à sortir une tête pour voir le jour, dont un tarot de Marseille que j'ai dessiné dans un premier temps il y a une bonne dizaine d'années. J'avais dessiné pour une amie qui m'avait initiée à ce tarot de Marseille. Et j'avais décidé de refaire les 78 cartes pour les étudier en même temps, les redessiner avec mon personnage et de prendre ce personnage et de l'incarner dans chaque carte qui sont représentées dans les arcades majeures. Puis j'ai fait les arcades mineures. Mais en fait, il y avait un truc qui me convenait pas dans ce tarot, où je sentais que je me l'étais pas approprié et que j'avais besoin de laisser maturer le truc jusqu'à ce que j'arrive à savoir comment le retravailler.
Et dans le cadre d'un concours pour la bourse Stampa que fait la DAGP, je l'ai retravaillé et j'ai fait une note d'intention, chose que j'avais jamais fait. J'ai repris un peu les recherches sur ce qu'est le tarot de Marseille, ses origines. J'ai un peu plus creusé jusqu'à aboutir à une idée de projet où je reprendrai que les 22 arcanes majeures en me faisant accompagner par un atelier d'estampes. Qui est l'atelier Les Animales, et en discutant en plus avec Joël de cet atelier, il m'a dit en fait ça tombe bien parce que les cartes à l'origine étaient faites en estampe, en gravure sur bois, donc encore plus de signification. Je pense que c'est un projet qui verra le jour peut-être dans 1 an, mais en tout cas c'est vraiment ce qui me prend aujourd'hui, ce qui m'anime. Le but de ce tarot, c'est de le commercialiser, d'en faire un tarot de collection, donc avec un tirage très limité, un tarot d'art, mais aussi de trouver une maison d'édition pour l'éditer et le vendre à un plus large public. Et en parallèle, j'aimerais beaucoup trouver quelqu'un pour m'accompagner sur le développement de cette pratique. Donc agent d'artiste, agent d'illustrateur. Moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un pour m'épauler et m'aider à explorer le champ des possibles. Quels sont tes projets du moment ? Alors j'ai un projet photo qui prend aussi du temps, en fait en argentique. En numérique, vraiment, le numérique pour moi c'est quelque chose que je réserve à mes clients et que j'arrive pas à travailler toute seule. Il y a ce côté un peu magique où t'oublies ce que tu prends en photo et t'as toujours des belles surprises. Donc la photo je la travaille qu'en noir et blanc, en argentique. Je fais des fois de la couleur mais très très rarement. Depuis que je suis arrivée à Marseille, je suis un ami qui lui est graffeur et donc je le suis dans quelques aventures graffiti en ville. On a fait déjà un dépôt de train ensemble. En le rencontrant, j'ai rencontré des amis à lui que j'ai pris en photo aussi. Et c'est une série que je travaille depuis 4 ans et je pense encore vouloir prendre du temps pour la sortir. Mais plus je le prends en photo, plus on se dit qu'on va en faire un vrai projet, un beau projet, et qu'on a envie de le faire à Marseille. Donc pourquoi pas une exposition, un livre, un fanzine. Je sais pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, il y a des beaux clichés à exploiter. Est-ce qu'on peut voir ton travail à Marseille ? Mon travail, on peut venir le voir à mon atelier et on peut venir le découvrir en prenant rendez-vous avec moi et je serai très contente de le montrer. Et sinon sur Instagram, sur mon Instagram. Donc Marie Morotte, Marie et Morotte, M-O-R-O-T-E. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Est-ce que tu peux décrire ton atelier ? Je l'ai intégré en octobre et j'ai eu un peu un coup de cœur, je dirais plus qu'un coup de foudre, mais vraiment un coup de cœur. Quand on rentre, il y a déjà une vitrine, il y a une enseigne de coiffure devant, donc qui est un peu défractée il y a des vieux volets en bois, vraiment le vieux magasin marseillais avec une jolie vitrine. Et quand on rentre, en fait, on se retrouve dans une espèce de long couloir, très long et assez étroit. On est 3 dedans et il est très très haut de plafond. C'est vraiment sa particularité. Et tout au fond, il y a un angle, vu que c'est un salon de coiffure, il y a un angle où il y a 2 énormes miroirs et où j'ai mis mon bureau, où les filles qui étaient présentes avant moi ne s'étaient pas installées. Et moi, vu que j'ai un gros écran qui obstrue un peu ma tête toute la journée, je peux me mettre à cet endroit et c'est hyper agréable parce que ça agrandit l'espace et ça apporte beaucoup de lumière aussi. Et ce qui est très agréable dans cet atelier, c'est qu'il y a un petit patio derrière avec beaucoup de plantes et des petits immeubles au fond. Enfin, c'est un peu un endroit de rencontre où il y a d'autres ateliers qui sont en train d'être investis aussi et où je peux mettre mon transat et me mettre au soleil quand il fait beau et bon. Est-ce qu'il porte un nom, cet atelier ? En fait, il a été créé par Lucille, qui a Mars Rizzo. Donc, c'est le Mars Rizzo Club, par définition. Et c'est elle qui a monté cet espace et où elle a intégré d'autres artistes. Et ma deuxième coloc d'atelier, du coup, c'est Manon, qui signe Mano et qui est illustratrice. Ce qui m'a un peu attirée aussi dans cet atelier, c'est qu'il y avait une machine Rizzo
Et que quand je l'ai visité, Lucille m'a dit ben tu pourras t'en servir. J'étais là, ok, c'est bon, je prends. Quel est ton processus créatif? Je pense qu'il n'y a pas de méthodologie. Je travaille beaucoup à l'instinct. Donc il y a des périodes où je prends pas de photos, des périodes où je dessine plus, des périodes où je fais les deux, des périodes où je fais rien du tout. Je peux alterner. Donc j'ai un processus créatif purement instinctif, je dirais. Mais après, pour chaque projet, je crée une méthodologie et c'est vraiment ce que j'ai appris à l'école, en fait, quand j'étais à Londres. La chose la plus importante que j'ai appris en 2 ans d'études à Londres, pour le coup, c'est de désapprendre pour réapprendre. À chaque nouveau projet, en fait, on part du principe on sait plus rien du tout et on va chercher du neuf pour créer une méthodologie en fonction de ce qu'on veut construire. Quels sont les messages que tu veux transmettre à travers tes créations? Alors, ça rejoint un peu mon processus créatif où j'ai besoin de temps pour créer et pour accepter un peu ma pratique aussi. Par exemple, l'illustration, ça fait 15 ans que j'en fais et je commence à peine à me dire illustratrice. En fait, le message que j'aime faire passer à travers mes créations, c'est un peu cette notion du temps. J'ai l'impression d'arrêter un peu le temps et de figer un instant. Et c'est un peu ma manière de mettre en lumière ce que je trouve beau dans quelque chose qui m'interpelle. Que ça soit la photo ou l'illustration. En général, je me balade ou je vis un moment. Il y a un truc qui m'interpelle. Ça peut être tout, ça peut être un rayon de lumière, ça peut être j'adore les cheminées, donc ça peut être une cheminée complètement tordue avec un conduit hyper long qui va me donner envie de le dessiner, ça peut être beaucoup de choses qui sont plutôt invisibles en général, et j'aime bien cette notion de un peu poétique qui rappelle un peu à la simplicité des choses et à la beauté qu'on peut trouver un peu partout, même dans une ville où souvent on peut voir beaucoup de choses négatives ou un peu chaotiques. Je traverse tous les jours Belzins, qui est dans son jus, et pourtant tous les jours je vois un petit truc qui m'interpelle. Là récemment, je passais par une rue par laquelle je passe jamais. J'ai vu qu'il y avait un figuier qui poussait dans un mur d'immeuble. Enfin, c'était improbable. Je trouvais ça trop beau. Je l'ai pris en photo pour l'illustrer plus tard. Donc, ouais, le message que je fais passer, je pense, c'est plus ce truc un peu enfantin, je pense qu'on perd quand on est adulte et qui peut nous émerveiller. Ouais, l'émerveillement un peu pour un rien, quoi. Est-ce que Marseille nourrit ta créativité? Et si oui, comment? Marseille nourrit clairement ma créativité. En fait, c'est plus le fait d'y être au quotidien qui nourrit ma créativité. Par exemple, pour la photo, c'est pas une ville que je photographie tant que ça. C'est une ville que je photographiais beaucoup quand je n'y habitais pas. Je trouve qu'il y a une énergie dans cette ville que j'ai jamais retrouvée ailleurs, sauf la Naples. Pour le coup, c'est en allant à Naples d'ailleurs que je me suis dit pourquoi pas rentrer à Marseille. Mais il y a cette espèce d'énergie folle et que je trouve aussi épuisante que revigorante, qui me fait ressentir vraiment des choses. Genre, tous les jours, je ressens des émotions grâce à la ville. Et si je suis en manque d'inspi, je sais que je vais me promener un quart d'heure dehors ou aller boire un café dehors et il y aura un truc qui viendra. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent? Pour revenir un peu au graffiti, je trouve que Marseille, c'est une ville où le graffiti a beaucoup de place. Donc, je dirais que oui, en figure marseillaise, je citerai mes amis qui font du graffiti. Je citerai clairement Froc, que je salue. Je citerai aussi Oops, qui sont les 2 graffeurs que je suis et que je prends en photo. Je citerai aussi Demar, qui est un ami à moi, et c'était un peu mon entrée dans le milieu du graffiti, c'était cette rencontre. Voilà, et plein d'autres. Mais en tout cas, je pense que ces trois graffeurs, pour moi, sont des figures marseillaises parce qu'ils incarnent ce truc vivant, cette espèce de dévotion à quelque chose qui est beaucoup décrié, qui est politique sans qu'ils le sachent vraiment. Et
et qui habillent la ville en fait. Donc pour moi, ils sont acteurs de cette ville. Et une deuxième figure, qui est une figure émergente, mais qui m'a fait revenir à Marseille aussi. Je citerai Stony Stone, qui est un rappeur marseillais qui a bien percé et que je connais via mon ami Desmar, et qui m'a fait revenir à Marseille avec une chanson à lui qui s'appelle Cristalline. Et j'aimerais bien citer un petit passage qui m'a fait un gros déclic quand j'étais à Milan et que je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie et que je commençais à penser à Marseille. Dans Cristalline, du coup, il dit: il fait tarpin beau, je suis à Marseille, donc je feel au good. Et moi, j'étais dans cette ville où, autour de Milan, ou quand j'étais à Paris ou à Londres, autour de Paris, autour de Londres, il n'y a pas cette proximité à la nature et aux éléments qui est quand même forte à Marseille. Et en écoutant cette phrase, j'étais là, je rentre. En fait, ouais, moi aussi, je veux filer au good. Est-ce qu'il justement il y a des lieux qui t'inspirent à Marseille où tu te rends pour soit t'inspirer, soit te ressourcer, te reposer? Pour me ressourcer, clairement, la mer. Que ça soit aller me balader sur le Vieux-Port. J'habite juste à côté, donc c'est un peu ma terrasse, avec beaucoup de gens qui sont dessus, mais c'est un peu ma terrasse. Le parvis du Mucem aussi, j'y vais assez souvent. J'aime beaucoup aussi aller dans les calanques, logiquement. J'y vais pas trop souvent parce que c'est quand même une petite mission, que même si on est motorisé. Mais c'est vrai que rien que de savoir qu'on est proche des calanques et qu'on puisse les voir en fait de Marseille à certains endroits, ouais, c'est clairement des aspects qui me ressourcent. Après, en termes d'inspiration, c'est pas la nature qui m'inspire, mais c'est la ville même. Donc je dirais en bas de chez moi. J'habite dans le 1er arrondissement, donc entre la frontière entre Noyers et Belzins, donc il y a de quoi s'inspirer. Et j'avoue, moi, le chaos m'inspire, donc ouais, un mélange de cœur de ville chaotique et tout ce qu'il y a autour et qui peut être très très apaisant. Mes 3 adresses favorites, je citerai en premier ce que moi j'ai élu le meilleur couscous. Parce que j'avais entendu dans d'autres podcasts que on parlait couscous, donc j'apporte ma petite adresse couscous. C'est Planète Couscous, qui est un petit boui-boui en haut de la rue d'Aubagne, avec une devanture assez intrigante, mais ils sont super sympas. Ils font un couscous qui est très généreux et franchement que j'ai trouvé. Enfin, moi je trouve que c'est le meilleur couscous que j'ai mangé pour l'instant. Le second, c'est dans un extrême inverse. Donc Planète Couscous, petit prix, super bonne bouffe. Et je citerai Sepia, où je suis pas allée souvent, mais en fait c'est les plus beaux souvenirs que j'ai eu de resto, c'est vraiment là-bas. Peut-être parce que j'étais avec ma sœur aussi. Le fait d'être dans un parc, un peu en retrait de la ville, en étant quand même dans la ville, d'avoir une belle vue sur la mer, mais c'est pas too much. C'est vraiment bien dosé. Un staff qui est hyper gentil et puis de la bouffe qui est excellente. Et la troisième que je voudrais citer, c'est une découverte qui est pas très vieille et qui est pas culinaire. C'est une savonnerie qui est il y a l'église du Vieux-Port, qui est tout au bout, tout sur le Vieux-Port. D'un côté de l'église, il y a un tabac que tout le monde voit, et de l'autre côté, en fait, il y a une savonnerie que personne ne voit et il y a pas jamais grand monde, mais ils font un savon au mimosa, par exemple, qui est incroyable. Donc c'est un peu mon adresse, c'est un peu ma trouvaille marseillaise où je vais tout le temps. Qu'est-ce qui te rend fière d'habiter à Marseille? Je dirais sa richesse culturelle. C'est un endroit où je trouve que les gens se côtoient et se parlent. Là où dans d'autres grosses villes, je voyais plutôt des communautés. Donc oui, il y a des communautés il y a des communautés à Marseille aussi, mais elles sont pas fermées, je trouve. Et on se sent vite, enfin en tout cas moi je me sens vite à l'aise avec n'importe quel type de personne.
Et au final, on sent vraiment ce truc qui se dit souvent où on se sent marseillais avant d'être français. Ben, je trouve qu'il y a vraiment cette identité marseillaise qui efface un peu ce truc de plein de cultures en une culture et je trouve ça beau en fait, surtout à l'heure actuelle, de voir que qu'on puisse être tous ensemble, vivre tous ensemble. Enfin, il y a des disparités énormes ici, donc je trouve que des fois ça s'aplanit un peu. En tout cas, là où moi je vis, parce que Marseille est très différente d'un quartier à l'autre. Mais en tout cas, là où moi je suis, je trouve qu'il y a ce truc où se vivre ensemble et cette sincérité aussi est assez représentative. Moi, ça me rend fière en fait. Qu'est-ce qui te révolte au contraire? Cette même disparité. Moi, ce qui me révolte, alors en habitant dans le premier, surtout au cours Saint-Louis, on est confronté à la pauvreté tous les jours. Moi, ça m'est arrivé de, franchement, éclater en sanglots en voyant des situations où tu te dis que t'es complètement impuissante et où tu vois que, Marseille, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de riches, de pauvres très pauvres et de riches très riches. Et ça me dérange de voir que pas grand-chose est fait. Moi, j'ai passé l'hiver à voir une femme qui avait mon âge dormir dans l'encadrement de la porte à côté de chez moi. Et en fait, à part lui donner à manger de temps en temps, ou lui donner un vêtement parce que en fait, je vois qu'elle a froid, je peux pas faire grand-chose de plus. Appeler des associations, en fait, tout le monde est booké. Enfin, personne n'a de place. Appeler le SAMU, personne qui vient, à moins qu'elles sont en train de crever. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui me révolte. Au-delà de, oui, il y a la saleté, les mégots par terre, des trucs qui sont énervants, saoulants, mais ça me révolte plus de voir qu'il y a des gens démunis sous nos yeux et qu'en fait, on fait rien pour eux, quoi. Comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici? Je dirais énergique, dans tous les sens du terme. Je dirais solaire, dans tous les sens du terme aussi, et lunaire. Marseille, c'est une ville où je pense que c'est une des rares villes où tu peux voir des trucs, des fois, qui se passent, qui sont lunaires, mais ici, c'est normal. Et en fait, je trouve que c'est pas dérangeant. Au contraire, je trouve qu'il y a un peu ce truc lunaire un peu fou, mais beau, parce que la lune, c'est quand même un bel élément. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais? La proximité des éléments, d'avoir une ville, d'être en ville, en ayant des éléments aussi puissants que la mer, le soleil, le vent. Je trouve qu'on est confronté aux éléments tous les jours, et je pense que c'est ce qui me manquerait le plus, en plus de cette énergie folle et hyper inspirante et énergisante. On va passer au portrait chinois à la sauce marseillaise. Si tu étais une odeur. Je parle toujours de mon point de vue du quartier que j'habite, qui est un quartier très très odorant. Donc ça peut rebuter. Je pense que je peux faire une mauvaise presse en disant ces odeurs, mais je l'ai dit quand même. Ça serait surtout en été l'odeur de poubelle. Dans ma rue, il y a 3 poubelles énormes qui font du jus toute la journée. Il y a du jus de poubelle par terre. Donc c'est un mélange entre ce jus de poubelle, un peu crado, avec des odeurs de moteurs de scout qui passent dans cette rue piétonne. Mais en contrepartie, parce qu'il y a quand même une contrepartie, je trouve que Marseille, c'est pas que ça. Il y a une balade que j'aime bien faire entre Notre-Dame de la Garde et le Vallon des Offres, où tu passes par des petites ruelles de grands murs qui cachent des maisons magnifiques. Et là, en été, par contre, ça sent le figuier. Et pour moi, c'est un peu ça, Marseille aussi. Si tu étais un son, je reprendrais un peu ce qui est en bas de chez moi, donc ce brouhaha entre les gens qui s'expriment, les scouts qui sont très présents, mais aussi, encore une contrepartie, ce silence qu'on arrive à trouver assez rapidement en s'échappant pas très loin. Je peux aller au Mucem, d'un coup c'est calme. Je peux aller d'un coup de moto dans les Calanques et là aussi c'est calme. Je peux aller dans une rue qui est hyper vivante et en fait dans la rue d'après ça sera calme aussi. Donc c'est un peu ce contraste sonore que je trouve intéressant. Si tu étais un goût, je dirais la mauresque, qui est
du pastis avec du sirop d'orgeat. Et il y a qu'ici que j'en bois. J'en bois pas tout le temps, mais c'est un peu la boisson de l'été ou quand je sais pas quoi prendre au bar, je prends une moresque. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur, je sais pas, quelque chose un peu improbable qui te soit arrivé ici ou une rencontre impromptue? C'est dur de choisir parce que, comme je disais tout à l'heure, ici il se passe tellement de choses improbables que je pense que je dois avoir 1000 anecdotes, mais que j'arrive pas à en choisir une. Et quand tu m'as envoyé tes questions, c'est la seule à laquelle je savais pas répondre. Et j'étais au resto et je suis bon, je la laisse vide et puis il se passera bien un truc d'ici vendredi. Et en sortant du resto, il y a un Rome qui passe avec sa femme et qui me tend une petite barquette de fraises, qui me l'attend et qui me demande si j'en veux une. Il me dit, t'en veux une? Voilà. Je trouve c'est un peu ces anecdotes vivantes. L'autre jour, je descendais aussi la rue de mon atelier à chez moi. J'avais une échelle sur l'épaule et je me retrouve à la prêter à un gars qui était en train de réparer sa porte. Et finalement, en fait, ça prend plus de temps que prévu. Donc, il me donne son numéro, on échange de numéro et puis il me l'a rendu 2 heures après. Voilà. C'est plutôt ce genre d'anecdote, mais vraiment, il y en a au moins une par jour, je pense. Où est-ce qu'on peut donner rendez-vous aux auditeuristes pour suivre ton travail et te contacter? Sur Instagram, donc Marie Morotte. Sur mon site aussi, qui est www.imnotjames.com. Et à mon atelier, donc au 31 rue Saint-Basile, dans le 1er arrondissement. Est-ce que tu as un message à transmettre aux auditeuristes de ce podcast? Si j'avais un message à faire passer, ça serait de ralentir. Je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on doit tout faire vite, on doit faire beaucoup, ne rien louper. Il y a un peu puis il y a cette nouvelle expression de FOMO qui est assez symptomatique, je trouve. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué à l'école, vraiment, de ce truc de réussite, d'aller vite, de tout faire, sinon on rate quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était bien de laisser du temps au temps et de laisser un peu la vie faire les choses, de ralentir, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!